Soyez les bienvenus sur le plateau TV des JFR 2022, les journées francophones de la radiologie depuis le SFR Café. Et c'est l'heure de notre face-à-face. Face-à-face aujourd'hui avec le docteur Raphaël Cayat. Bonjour. Bonjour. Vous êtes radiologue au centre d'image IPAD à La Défense. Le thème de notre face-à-face aujourd'hui, l'intelligence artificielle en scénologie en 2022, entre attentes, routine et limites. Quels critères de sélection envisager ? Avant de développer toutes mes questions, d'abord peut-être quelques mots de présentation pour mieux faire connaissance avec vous. Oui, bien sûr. Donc bonjour. Je suis le docteur Raphaël Cayat. Je suis radiologue à La Défense à Paris. J'étais un ancien chef à l'Institut Curie à Saint-Cloud dans le service du docteur Cherel, dans lequel je suis resté praticien quelques années ensuite. J'exerce une activité de radiologie diagnostique avec une orientation forte en scénologie. Donc ça, c'était pour ma casquette médicale. Et c'est vrai que j'ai une casquette aussi un peu plus technophile, dans lequel j'ai créé un site puis une application qui s'appelle Diagnologique, qui est une sorte de réseau social pour les radiologues, où il y a un peu plus d'une dizaine de milliers de radiologues qui partagent des cas tous les jours. Et dans le même temps, j'ai créé un groupe sur Facebook qui s'appelle France Radiologie, qui est la plus grande communauté francophone de radiologues, avec un peu plus de 35 000 radiologues sur le réseau, et dans lequel, pareil, on partage des cas. Et grâce à ça, en fait, j'ai souvent été audité, j'ai souvent conseillé des startups en intelligence artificielle. Les toutes premières, c'était Zebra Medical, qui était la plus grosse startup en IA, la toute première, qui est une startup israélienne. Et ensuite, j'ai conseillé, en tout cas, j'ai été audité par pas mal de startups en scénologie, Erami, Therapixel, pour les startups françaises, Profonde AI, pour les startups étrangères. Et ce qui fait que grâce à tout ça, j'ai eu l'opportunité de tester pas mal de solutions d'intelligence artificielle sur plusieurs mois, et donc d'avoir une vision un peu plus panoramique des solutions. Alors justement, docteur Raphaël Cayat, rentrons un peu dans le vif du sujet. Pourquoi s'équiper d'un système d'intelligence artificielle en scénologie ? Très bonne question. Alors ce qu'il faut savoir d'abord, c'est qu'il y a beaucoup de raisons qui vont être rationnelles et d'autres qui le seront un peu moins. Alors, les raisons les moins rationnelles, c'est qu'en fait, on veut souvent être dans la tendance. C'est vrai que l'intelligence artificielle, c'est la tendance du moment. Il y a de très très nombreux papiers qui sortent là-dessus. Je pense qu'au JFR aujourd'hui, l'engouement est important. Mais on voit qu'aussi cet engouement s'essouffle un petit peu quand on quand on confronte en tout cas les résultats in vivo avec les données de la littérature. Et en tout cas, on peut s'équiper pour différentes raisons. Elles vont différer en fonction de la nature des radiologues. Pour être très schématique, les radiologues experts, en tout cas la majorité d'entre eux, disent toujours la même chose, ils parlent d'un filet de sécurité. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont des radiologues qui voient beaucoup de dossiers, plus ou moins rapidement, souvent des dossiers qui sont complexes, souvent des deuxièmes avis, souvent des seins traités. Et c'est des radiologues qui ont besoin d'avoir ce filet de sécurité pour justement limiter les risques d'erreur. Pour les radiologues plus juniors, ce qui ressort très souvent dans la littérature, c'est qu'ils ont souvent besoin d'une réassurance en fait. Ils ont besoin de pouvoir améliorer leur performance, de se réassurer et d'avoir un système d'intelligence artificielle pourrait jouer ce rôle. Si on raisonne de manière un peu plus large à l'échelle d'un groupe, il y a pas mal de groupes qui songent à s'équiper pour harmoniser en fait leurs pratiques de telle manière à avoir des résultats qui sont meilleurs à l'échelle du groupe. Certains groupes même ont tendance par exemple à relire systématiquement les mammographies qui sont réalisées par des juniors et voudraient éventuellement s'équiper pour limiter et ne revoir que les mammographies positives par exemple. Et enfin, on en parle moins maintenant, mais au départ, il parlait pas mal de ça, travailler plus vite, faire moins d'échographie. Mais c'est vrai que pour le coup, on se rend compte que c'est pas encore très pertinent. Alors Raphaël Cayat, si on décide de s'équiper, qu'est-ce qu'on attend au fond d'un système d'intelligence artificielle ? Pareil, très bonne question. Alors en fait, ce qu'on attend, ça va vraiment... en tout cas, en fonction de ce qu'on attend, on va être très, très déçu ou au contraire, on va avoir un fort engouement. Et si on pense que l'intelligence artificielle va diagnostiquer tous les cancers, on risque d'être déçu. Car on le sait, on en discutera juste après, c'est pas le cas. Par contre, si on compare l'intelligence artificielle aux techniques moins performantes qu'il y avait avant, comme le CAD, on va vraiment voir de manière très significative le bond technologique et on sera enchanté. Alors ce qu'il faut savoir aussi, et ça je le répéterai, c'est que ce que je dis aujourd'hui sera peut-être faux demain, car les performances s'améliorent vraiment de manière très significative dans le temps et en ayant testé plusieurs générations d'intelligence artificielle, on le voit vraiment au quotidien. Ce qu'on voit aussi, c'est que les études elles sont très très souvent très élogieuses, mais que quand on est en pratique clinique, ça contraste un peu avec ce qu'on observe. Et je vous invite à lire une étude qui est sortie il y a quelques mois dans le BMJ, dans le British Medical Journal, qui était un petit peu sévère
qui concluait en disant qu'elles étaient encore loin de la mise en place en routine. Je pense que c'est un peu sévère, mais en tout cas, voilà, ça veut dire que cet hyper-engouement commence un petit peu à s'estomper. Et voilà, on commence à voir vraiment les éléments de la vraie vie et voir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. En tout cas, ce qui est certain, et ça maintenant tout le monde le reconnaît, c'est que ça ne remplacera pas le radiologue. Le radiologue aura toujours un rôle majeur dans le dépistage du cancer du sein, avec IA ou sans. Ce qui est également certain, c'est que ça ne diagnostiquera jamais tous les cancers. Alors, pourquoi ça ne diagnostiquera jamais tous les cancers? Pour plusieurs raisons. Les raisons les plus importantes sont les suivantes. D'abord, c'est que la mammographie, elle a ses limites. Et l'IA ne pourra jamais être plus performante que la mammographie. Quand je dis que la mammographie a ses limites, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'en fait, la mammographie, elle ne pourra pas distinguer par exemple des kystes qui sont des cancers ronds, enfin des masses rondes de cancers ronds, donc elle ne pourra pas les distinguer. Il y aura des cancers qui seront toujours subtils mammographiquement. Et bien entendu, il y aura toujours beaucoup de cancers qu'on ne verra pas en mammographie. Et ces cancers-là, l'IA ne les verra pas non plus. Et ensuite, il y aura des limites qui seront liées plus spécifiquement au système d'intelligence artificielle, avec des limites qui, on espère, vont s'améliorer dans le temps. Mais en effet, des systèmes d'IA qui n'évaluent qu'en 2D seront moins performants que ceux qui évaluent en 3D. Des systèmes d'IA qui n'évoluent pas les antériorités seront moins performants que ceux qui l'évaluent. Et inversement, et également, chaque système lui-même, en fonction du dataset dans lequel il aura été entraîné, sera plus ou moins performant. Alors, une fois qu'on a décidé de s'équiper, hein, Raphaël Caillatte, comment est-ce qu'on fait? Autrement dit, comment choisit-on un système d'IA en imagerie mammaire? Bonne question. Alors je me souviens, il y a une petite dizaine d'années, on donnait des cours sur comment s'équiper en mammographie numérique. Et maintenant, c'est vrai qu'on commence à avoir des topos, même au JFR. Donc comment s'équiper en IA? Alors il y a plein de questions qu'il faut se poser, des questions qui commencent à se résoudre et d'autres pour lesquelles c'est encore en work in progress. La première question, et c'est la question d'abord essentielle, c'est est-ce que votre mammographe est compatible avec le système d'IA dans lequel vous vous intéressez? Alors c'est une question qui commence vraiment pour le coup à être de plus en plus réglée, mais c'est vrai qu'il y a quelques années, vous aviez un mammographe d'une certaine marque et les systèmes d'IA n'étaient homologués que pour une autre marque, donc vous ne pouviez pas vous équiper. Une fois que votre mammographe est éligible, quelle est la simplicité d'installation de cette solution? En effet, vous allez voir des installations qui pourraient être complètement faites à distance, d'autres pour lesquelles il y aura besoin d'un technicien qui vienne sur place, qui pourrait éventuellement même voilà, vous empêcher de travailler pendant une demi-journée ou des choses comme ça, le temps de l'installation. Et en corollaire de cette simplicité d'installation, quel est son coût? Il y aura peut-être des solutions pour lesquelles on verra qu'il faudra upgrader votre console. Alors, il y aura des solutions dans lesquelles il faudra que vous achetiez un serveur pour pouvoir faire tourner leurs algorithmes. Et tous ces éléments-là sont des éléments qui rentrent en cause dans le choix de l'installation. Ensuite, est-ce que le système est en local ou est-ce qu'il est dans le cloud? Là aussi, pareil, c'est un peu les mêmes problématiques, en sachant que de plus en plus, les solutions se rendent de plus en plus vers les solutions cloud, qui sont d'abord plus faciles à installer, qui coûtent moins cher et qui fonctionnent assez bien. Après, pareil, ça évolue beaucoup, mais ça standardise aussi, mais comment ça s'intègre dans le workflow? Pour être schématique, il y a deux écoles, enfin en tout cas, il y a deux façons de voir. Il y a des systèmes qui se mettent un peu en add-on. Il y avait des toutes petites tablettes qu'on rajoutait dans certaines solutions. Il y a parfois des solutions qui s'intègrent dans des navigateurs qui sont pas dans votre console de traitement. C'est des choses qu'on aime un peu moins. Alors que ce qu'on aime le plus et ce qui se développe le plus, c'est que ça s'intègre complètement dans votre console de lecture avec des images qui se rajoutent sur votre interprétation et qui permet d'avoir une interprétation et un workflow qui est très 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 fluide. Autre élément à regarder, est-ce que la solution que vous envisagez d'acheter, est-ce qu'elle évalue les mammographies en 2D? Est-ce qu'elle évalue les mammographies en 3D? Alors pareil, ça paraît très 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 important de pouvoir avoir une évaluation en 3D, mais on se rend compte que c'est pas forcément toujours pertinent. Et j'ai expliqué un peu les raisons. D'abord, encore une fois, il faut qu'il soit compatible. Mais une fois qu'il est compatible, par exemple, moi je me souviens qu'une des solutions, si on ne l'achetait pas, en l'occurrence moi je les testais, donc si on ne l'achetait pas, elle passait pas le contrôle qualité. Donc c'est une question bête, c'est une question assez simple, mais en pratique, j'ai pas pu tester ce système-là parce que la 3D passait pas chez moi. Et encore une fois, on veut tous de la 3D car elle est plus performante, mais la corollaire de ça, et c'est un élément qu'il faudra bien regarder aussi quand vous vous intéressez à une solution d'intelligence artificielle, c'est quel est le temps que l'intelligence artificielle met pour donner un résultat. En l'occurrence, en 2 dimensions, on va dire que la majorité des solutions, il n'y a encore pas toutes, hein, mais la majorité des solutions donnent des réponses en quelques secondes, ce qui fait que ça s'intègre très très bien dans le workflow. Et si ce n'est pas quelques secondes, bah, ça dépend de comment vous travaillez, mais
Il y a des gens pour qui c'est pas compatible. En l'occurrence, chez nous, on travaille vraiment en flux tendu. On voit les patients une fois que vraiment la mammographie est faite. Donc il faut que ce soit fait vraiment en temps réel. Alors qu'en 3 dimensions, et là pour le coup, quasiment toutes les solutions proposent ça. En fait, c'est des solutions qui proposent des résultats en quelques minutes. Ce qui fait que autant c'est intéressant de s'équiper en 3D parce que c'est plus performant, mais autant une durée d'interprétation de plusieurs minutes, pour nous, c'était pas compatible. En sachant que pareil, la façon de lire l'IA en 3D, c'est plus long pour vous. Donc ce sont des éléments qui sont importants à prendre en considération. Des choses qui évoluent un peu nouveau, c'est la notion d'antériorité. Est-ce que le système d'intelligence artificielle est capable de pouvoir comparer avec les mammographies précédentes? Pareil, ça paraît hyper intéressant dans la théorie. En pratique, est-ce que c'est facilement est-ce que c'est facile à mettre en place ou pas? Ça, c'est assez complexe au final. Il faut d'abord que la solution le propose, mais il y en a très peu qui le proposent. Il me semble qu'aujourd'hui, il n'y a que Therapixel. Mais même si elle le propose, il y a des conditions techniques qui rendent ça plus complexe. Il faut que le prefetching soit bon, il faut que quand est-ce qu'il est fait la veille, est-ce qu'il est fait le jour même, est-ce qu'il est fait en temps réel, et encore une fois, combien de temps ça met pour interpréter tout cela. Si ça met trop de temps, en pratique, vous l'utiliserez peu. Donc encore une fois, il y a toujours des éléments à regarder quand on veut s'équiper. Ensuite, ça va être propre à chacun, mais comment est l'interface? Comment le système d'intelligence artificielle affiche les résultats? Alors, à part Erami qui affiche en négatif, qui ne montre pas ce qui est normal, toutes les autres ont à peu près la même façon d'aborder les choses, à savoir qu'elles vont pointer la lésion, elles vont la scorer en fonction du risque de malignité, avec souvent un code couleur, et très souvent elles vont scorer ensuite l'ensemble du dossier. Et après, en fonction des personnes, il y a des gens qui vont préférer un affichage d'une certaine marque, et d'autres qui vont préférer un affichage d'une autre marque. C'est très, très variable en fonction des médecins. Un élément, pareil, très important à évaluer, c'est la performance. Et ça, vous allez voir que la performance des systèmes d'intelligence artificielle est paradoxalement assez difficile à évaluer. Autant on va être assez à l'aise, ça va être assez simple de pouvoir dire qu'un système n'est pas performant. Vous allez voir assez rapidement. Autant vous allez voir que quand un système a une certaine performance, de pouvoir comparer les performances est très dur. D'autant plus qu'il y a différents types de performances. Vous allez voir des systèmes qui vont être performants pour les seins denses, d'autres qui vont être performants pour les seins lipomateux, d'autres qui vont être performants pour les calcifications, d'autres pour les masses, d'autres pour les distorsions. Ce qui fait que la performance est vraiment très difficile à évaluer. Et c'est vrai que moi, même maintenant, on a testé beaucoup, j'ai du mal à être certain que le système que je préfère, en tout cas, est le plus performant. Et une des solutions, et en tout cas une petite astuce que j'aurais tendance à vous suggérer si vous songez à vous équiper, ce serait éventuellement pendant quelques semaines, quelques mois, collecter les cas qui vous intéressent. Pas forcément des cas durs, pas forcément des cancers, mais des cas qui, pour vous, vous auriez voulu voir comment la machine résonne. Des seins lipomateux, des seins denses, des distors, des masses, des calcifications. Enfin, tout le panel des éléments que vous avez envie de faire évaluer, vous les gardez. Et puis, une fois que vous êtes en train de devoir choisir le système à prendre, vous allez auditer les boîtes en leur envoyant votre dataset à vous. Et vous voyez les réponses que les constructeurs vous donnent. Et ça vous donnera, en tout cas, des éléments qui seront plus objectifs pour pouvoir raisonner. Et enfin, un élément essentiel, pareil, qui évolue beaucoup, où les constructeurs ont beaucoup d'ingénierie, c'est le prix. Pour être schématique, on va dire qu'il y a la majorité résonne à la mammographie ou en tout cas au PAC, soit à la mammo, soit en disant vous faites moins de 3000 mammos par an, ça coûtera tant, entre 3 et 6000, enfin voilà. Et certains, c'est assez rare, mais il y en a encore qui proposent un package global. Vous achetez ça et tous les ans vous payez une licence. Encore deux petites questions avant de conclure, Raphaël Caillatte. D'abord, après toute cette présentation, quel est votre avis, votre regard personnel? Alors, je vais répéter ce que j'ai dit au départ parce que c'est essentiel. Ce que je dis aujourd'hui pourra forcément être très très différent dans l'avenir, car la technologie s'améliore. Alors, si on raisonne pour les radiologues experts, donc pour la recherche de ce filet de sécurité, j'aurais tendance à dire que c'est encourageant. C'est pas encore parfait. Il y a encore des faux positifs, surtout pour les calcifications. Il y a encore des faux négatifs. Donc voilà, c'est pas encore un système parfait, mais c'est encourageant en disant que quand le système dit que c'est normal, voilà, on part déjà avec un a priori plutôt positif. Pour les radiologues plus juniors qui recherchent une amélioration de la performance, une réassurance, j'ai pas d'expérience, c'est pas ma pratique à moi, mais en tout cas c'est vrai que quand on voit dans la littérature, on voit que c'est des choses qui fonctionnent bien, et j'aurais tendance à penser que ça doit vraiment être le cas.
Et pareil, pour l'harmonisation du travail au sein d'un groupe, je pense que ça peut être pertinent. Pour finir, comment voyez-vous l'avenir de l'IA en scénologie? J'aurais tendance à évaluer l'avenir sur 3 points. Probablement une amélioration de la performance, je suis assez convaincu de ça, hein, que ce soit l'amélioration en 2D, que ce soit l'amélioration en 3D, que ce soit l'amélioration dans le cadre des antériorités, la performance au sens large. Je pense que vraiment ces systèmes vont s'améliorer avec le temps, avec leurs limites. Ça ne diagnostiquera jamais tous les cancers, et ça il faut bien l'avoir en tête. Mais l'amélioration des performances sera vraisemblable. Ce qu'on aimerait bien aussi, en tout cas dans ces systèmes d'IA, ce serait le deuxième point, c'est que ces systèmes soient plus corrélés à notre pratique. C'est-à-dire qu'en fait, quand on parle avec les ingénieurs qui développent ces solutions-là, on est souvent un petit peu décontenancé, car c'est vrai qu'eux, ils raisonnent de manière très très statistique, en disant, ben voilà, c'est un nuage de points, on va dire qu'il y a, je sais pas moi, 1 pour 1000 qui a un risque de cancer du sein en 7 mammo, donc on va le grader score 2 par exemple. Alors c'est vrai que nous on a un raisonnement qui est très très différent, qui est un raisonnement qui est beaucoup plus basé sur le BI-RADS, et c'est vrai qu'on a tendance, et je pense que ce sera probablement un des systèmes dans lequel ils vont travailler, c'est vraiment de plus raisonner dans notre façon de raisonner. Et enfin le dernier point qui à mon avis a une certaine pertinence, ce sera sur le dépistage organisé. Dans lequel on sait que le dépistage organisé, encore, en tout cas en France, il n'est même pas encore numérique. Mais c'est vrai que ce dépistage, il pourrait probablement bénéficier de l'intelligence artificielle, dans lequel en tout cas certains pays s'y intéressent. Et ils ont tendance par exemple à n'envoyer qu'en seconde lecture que les cas positifs ou des choses comme ça. Et je pense que ce sera un point qui sera peut-être à évaluer dans l'avenir. Merci beaucoup Raphaël Cayat pour cet éclairage sur l'IA en scénologie en 2022 et à très bientôt sur le plateau TV des JFR 2022. Merci.